Bonsoir à tous, le bien manger est au menu de notre émission ce soir et plus précisément le bien manger pour tous. La crise énergétique plombe le budget de nombreux ménages et souvent ces ménages, ils rognent sur le budget alimentation. Alors comment faire en sorte que ceux dont les moyens sont comptés aient accès à de la nourriture saine et durable? C'est le défi de la nouvelle stratégie Good Food et ce sera au centre de notre émission ce soir. Il faut dire que c'est un sacré challenge et on va voir comment les acteurs du secteur comptent y arriver. Je vais d'abord vous présenter Amélie Noël. Amélie Noël, bonsoir. Vous êtes gestionnaire de projet à la stratégie Good Food à Bruxelles Environnement. Je vais juste vous citer un chiffre. Une personne sur 3 en région bruxelloise vit avec des revenus inférieurs au seuil de risque de pauvreté. Comment fait-on dans ces cas-là pour offrir à ces gens une alimentation saine et durable? Mais donc là, vous citez tout à fait le chiffre, la clé de la stratégie. C'est à partir de ce constat-là qu'on a vraiment décidé dans la nouvelle stratégie de consacrer un axe intégral à augmenter et améliorer l'accessibilité de l'alimentation Good Food à Bruxelles. Donc c'est un véritable enjeu, en tous les cas en termes de stratégie du pouvoir public. C'est vraiment un enjeu auquel on a envie de répondre pour la nouvelle stratégie. J'ai encore une réponse à avoir par rapport au résultat d'un sondage. Pour 3/4 des Bruxellois, l'obstacle à une alimentation durable est le prix. Donc on voit l'importance du prix. Est-ce que vous êtes convaincu, vous, qu'il y a moyen, à prix très réduit, d'avoir cette alimentation saine et durable? Alors effectivement, le prix est vraiment le premier frein exprimé, mais voilà, quand on creuse un petit peu plus loin dans les sondages, on voit que les réticences, ou en tous les cas les freins, sont beaucoup plus complexes. On ne peut pas les limiter simplement à la question du prix, effectivement. Et donc il y a des méthodes et il y a des moyens pour arriver à diminuer le coût d'une assiette et de la rendre good food. Il y a plein de mécanismes et d'astuces pour y parvenir. Oui. Alors justement, on a des acteurs ici autour de la table qui essaient de promouvoir cette cuisine saine et durable à prix minimal. En tout cas, c'est l'intention. Alexandra Sochnikov, bonsoir. Vous êtes une des responsables de la SBL Cuisine de Quartier. Et vous, ce que vous avez trouvé finalement comme moyen, c'est des personnes qui se retrouvent et qui cuisinent ensemble. En quoi ça permet, selon vous, de retrouver ce réflexe alimentation saine et durable? Parce que par le fait de cuisiner en groupe, on mutualise déjà ses bons plans. Donc vous allez savoir que les légumes sont moins chers à tel endroit et de bonne qualité. Moi, je sais que la viande à tel endroit est moins chère et de bonne qualité. Le fait de se mettre en collectif, ça fait émerger une mutualisation des bons plans. Et le fait de cuisiner aussi, nous, l'idée à Cuisine de Quartier, c'est de cuisiner en grande quantité pour avoir des plats pour plusieurs jours et pour le ménage. Et donc, en fait, le fait de cuisiner des recettes qui se cuisinent en grande quantité, on se dirige aussi en général vers des choses qui vont être plus sains, plus végétariens, par exemple. Dans les groupes, il y a beaucoup de personnes qui cuisinent végétariennes, aussi à cause de la question du prix. Car le prix de la viande augmente le prix de la portion. Et donc le fait de cuisiner en collectif fait qu'on a envie de partager en fait les recettes qu'on connaît, des bonnes recettes, et pas pour caricaturer de cuisiner des frites pour 3 jours. Le principe vraiment de base, c'est de partir des envies du groupe, de l'envie du groupe. Et de là, en fait, les gens ont envie de manger bien et de bien se nourrir. Alors avant d'aller plus loin et avant de vous présenter les autres invités, je vais vous proposer une première séquence. On va faire connaissance donc avec votre association en images, donc cette association Cuisine de Quartier. On va découvrir des témoignages de participants à ces cuisines. C'est vous qui les avez recueillis lors d'une journée Cuisine de Quartier en novembre 2021. Je vous propose tout de suite d'entendre ces personnes. Tout le monde met la main à la pâte dans les cuisines de quartier. Tout se fait en commun. Le choix de la recette, l'achat ou la récupération des ingrédients et la préparation évidemment. Des cuistots de tous les horizons. C'est donc la gastronomie du monde entier qui s'invite à la table. Beaucoup de choses se mélangent. C'est les cuisines internationales. Au plaisir des découvertes culinaires et de nouvelles habitudes alimentaires, s'ajoutent ceux de la rencontre, de l'échange, du partage.
Cuisiner, rencontrer les gens, discuter. Et pas seulement nourriture, on parle de soi. Quand on cuisine, on parle de soi. On a trouvé que c'est formidable de cuisiner ensemble, de nous retrouver, de faire des choses ensemble. Il y a toujours moyen d'y trouver son compte, quoi. Que ça soit en remplissant le frigo ou la convivialité, c'est quand même un aspect assez chouette. L'interaction entre les gens font que ça fasse une bonne ambiance et on passe un très chouette moment, productif et sympathique. Pour évoluer, pour améliorer sa façon d'être, sa façon de s'alimenter, surtout sa façon de s'alimenter. Actuellement, il y a 17 groupes de cuisine de quartier en région bruxelloise. L'objectif est d'en créer une dizaine de plus d'ici le début de l'année prochaine. Alors on voit des personnes heureuses de cuisiner ensemble, mais c'est compliqué, Alexandra, de faire en sorte que ces groupes finalement fonctionnent bien sur le long terme. Je dirais compliqué, non. Parfois challengeant, oui, parce que finalement, c'est des groupes d'humains comme vous et nous qui ont des contraintes dans leur vie de tous les jours. Et du coup, parfois, ça peut être un peu variable. Mais de nouveau, comme je disais, le principe, c'est de partir des gens, de trouver la fréquence, le moment, le fonctionnement qui va correspondre au groupe et aux membres du groupe. Donc, variable, oui, mais compliqué, non. Après tout, c'est le plaisir de cuisiner et de ramener des plats à la maison. On le voit bien et on va continuer à en parler dans cette émission. Mais tout de suite, je vais donner la parole à Laurence Van Malder. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice d'une toute nouvelle association, la SBL VRAC, vers un réseau d'achat en commun. Alors vous, pour avoir finalement cette bonne nourriture, vous vous dites que acheter en commun, c'est peut-être une solution, une piste. Il y a déjà des groupes d'achat en commun, des Gazap par exemple, ici en région bruxelloise. En quoi votre projet est différent ? Alors nous, l'idée c'était, en tout cas le projet VRAC Bruxelles, il est issu d'un mouvement qui existe déjà en France, qui s'appelle VRAC France et où il y a 15 antennes dans différentes villes. Et donc, en fait, l'idée, c'était de se dire, OK, comment on peut favoriser l'accès à une alimentation de qualité à toutes et tous, et notamment aussi des personnes qui ont des revenus plus limités ou qui sont localisées dans des zones où... Oui, mais comment vous faites pour finalement qu'ils puissent avoir accès à des prix plus bas? Mais donc, oui, comme vous l'avez dit, on achète déjà en grande quantité. Ça, c'est une première chose. On limite les emballages, par exemple, et donc tous les coûts superflus. Et nous, notre rôle, c'est d'aller acheter en circuit court, donc directement au producteur ou avec un intermédiaire maximum, et de le revendre au prix auquel on a acheté. Donc ça permet vraiment de limiter le prix et de redonner du pouvoir d'achat en fait aux gens pour de l'alimentation de qualité. Ouais, et donc pour l'instant, vous êtes active à Anderlecht, à Kuregem, dans les Marolles également. Oui, on est active. On a développé nos 2 premiers groupements d'achat, donc qui démarrent depuis le mois de mai. Et on a également un partenariat, parce que l'idée c'était de tester aussi ce projet pour qu'il s'adapte vraiment à l'écosystème bruxellois. Et donc on a un partenariat également avec une épicerie sociale à Saint-Gilles, l'épice Saint-Gilles, pour faire évoluer l'approvisionnement en fait de cette épicerie. Et donc ça nous permet de toucher un public qui est beaucoup plus précaire actuellement. Alors, je vous présente maintenant notre dernière invitée, c'est Lisbeth Centeno. Bonsoir, vous êtes donc animatrice cuisine à Comme à la maison, restaurant solidaire et participatif installé à Etterbeek. Et là, la particularité de ce resto, c'est qu'on peut venir y cuisiner, on peut venir y manger, mais surtout, c'est le prix libre, donc chacun paie selon ses moyens, selon ce qu'il veut donner. Comment on fait pour arriver à survivre avec un prix libre ? Alors, donc, un prix libre, chacun paye comme il veut, mais surtout comme il peut. Donc, ce qui veut dire que... Donc, il y a des gens qui payent 1 euro, quoi, par exemple. Ils peuvent payer 1 euro. Il y a parce qu'en fait, le participer solidaire, en ce sens participatif, les citoyennes et les citoyens du quartier, au-delà du quartier de Bruxelles, peuvent venir cuisiner et manger, ou seulement manger. Et comment est-ce qu'on peut survivre en tant que restaurant ? Oui, en tant que restaurant, oui. Alors, en tant que restaurant participatif et solidaire, parce qu'on est un restaurant pas comme tous les autres, comment on peut survivre ? Le but du projet, en fait, la question n'est pas là dans comment on peut survivre, parce que c'est le cœur du projet était de créer un restaurant ou un lieu de rencontre où les personnes viennent cuisiner ensemble et manger de la
nourriture durable. Oui, non mais ça j'ai bien compris Lisbeth, mais on est dans un contexte énergétique où les factures augmentent partout, l'électricité, le gaz, et vous vous dites peut-être que les factures vont augmenter pour nous aussi. Ah oui, Comment est-ce que votre modèle finalement peut tenir le coup économiquement? On espère que ça va tenir le coup, mais effectivement on craint que peut-être qu'on va devoir repenser notre prix libre sans pour autant... En fait, on va encourager les personnes qui ont plus de moyens d'être plus solidaires et payer plus leur menu pour que d'autres personnes qui en ont moins puissent continuer à venir dans notre restaurant. Ouais. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, nous à BXR on est déjà allés plusieurs fois à Comme à la maison. La dernière fois c'était en juin dans ce petit restaurant situé dans le quartier de la Chasse à Etterbeek, pas loin de la piscine pour ceux qui situent un peu l'endroit. Donc une de nos équipes a partagé un repas et la préparation d'un repas avec vous. On regarde tout de suite. Ce matin-là, une joyeuse équipe s'affairait en cuisine, avec au menu un grand classique. Des spaghettis à la bolognaise et avec 3 sauces différentes. Mirana est une habituée de Comme à la maison et la première fois qu'elle a poussé la porte du restaurant, c'était pour faire de nouvelles rencontres. Je suis venue au départ pour avoir une vie sociale parce que c'était la fin de la pandémie et je voulais avoir un contact. Et je voulais cuisiner et je voulais vraiment partager mon peu de savoir en cuisine. J'adore ce concept-là et c'est 0 déchet aussi. Et la tapenade, tu peux mettre dans 3 petits bols et au frigo et on les mettra une chaque par table. Il faut goûter. Des légumes et des produits en circuit court, des plats végétariens essentiellement et de grandes tablées qui partagent le repas. C'est ça l'atmosphère de ce restaurant participatif né en 2020. Aujourd'hui, c'est la première fois et je vais continuer à venir parce que des fois, si on se sent seul à la maison, alors ici, on trouve la belle compagnie des gens. Il y a des gens que je connais déjà ici et ça me fait plaisir de venir. Et pour que personne ne soit privé du plaisir de déguster ces mets, le menu est à prix libre. Chacun paie ce qu'il veut, selon ses moyens. Alors Amélie Noël, une question, c'est vraiment ce type de modèle-là que vous voulez développer dans la stratégie Good Food, cuisine de quartier, achat en commun, restaurant participatif ? Oui, tout à fait. Nous, notre positionnement dans la nouvelle stratégie, c'est vraiment d'adopter au maximum une approche locale. Donc, c'est pas d'envisager Bruxelles de la même manière, de manière uniforme. C'est vraiment d'avoir une approche la plus fine possible à partir des quartiers, à partir de là où les gens sont, en fonction de leurs besoins réels. Donc, pour ça, on va vraiment travailler sur un tissage d'un réseau d'acteurs qui va vraiment identifier les besoins et tenter, nous, d'y répondre, alors que ce soit via des appels à projets ou via, du coup, le soutien à des mesures et des associations telles que... Oui, parce que là, vous avez un objectif très ambitieux qui a été chiffré. En 2030, accès à 10 à 15 minutes à pied du domicile, accès à un projet en lien avec l'accessibilité financière de Good Food. C'est ambitieux. Hein. C'est pas seulement l'accessibilité financière. Nous, quand on parle d'accessibilité, on a effectivement l'accessibilité financière, mais on a aussi l'accessibilité géographique et l'accessibilité culturelle. Donc voilà, ça étend quand même le champ. Il faut aussi avoir un dispositif qui puisse correspondre aux aspirations culturelles avec des récits diversifiés et qui correspondent aussi à toutes les franges de la population, ou en tous les cas à une... Alors on essaye de trouver, dans votre document qui présente la stratégie, il y a une définition de Good Food, régime alimentaire de haute qualité nutritionnelle et présentant des avantages pour la santé. Ça c'est la manière dont on définit Good Food. Alexandra, pour vous, est-ce que c'est du coup forcément une cuisine bio ou c'est pas obligatoire? Non, pas spécialement. Nous, l'idée c'est vraiment de revaloriser la cuisine maison, de produits non transformés. Et en fait, c'est déjà une grande étape. Et aussi le fait de faire du collectif, mettre des moyens en commun, de baisser les prix, rendre les produits plus accessibles, en l'achetant en plus grande quantité, en mutualisant les bons plans, comme je disais tout à l'heure. Et donc, rien que par le fait de revaloriser la cuisine maison, de reprendre le temps de cuisiner,
de partager des recettes, valoriser la good food comme Donc ça. on peut aller dans une grande surface, acheter les ingrédients quand on cuisine chez vous et qu'on forme un groupe, quoi. Tout à fait. Le but, c'est d'être accessible. Oui, ça vous semble compatible avec la good food, ça, Amélie? Tout à fait, parce que du coup, évidemment, nous, on a une définition très idéale, mais cette définition, elle est composée d'une multitude d'aspects. Donc, on a autant le fait maison, limiter le gaspillage. Donc, on a aussi des groupes chez Cuisine de Quartier qui travaillent à base d'invendus qui récupèrent de supermarchés. Donc, l'idée, c'est vraiment d'emmener tous les Bruxellois avec nous dans cette nouvelle stratégie. Et, voilà, et pour vous, Lisbeth, tout ce qu'on cuisine à comme à la maison, c'est bio. En tout cas, vous avez un maraîcher qui vous livre des légumes parce que vous ne fonctionnez pas uniquement avec des invendus. Il y a un maraîcher qui vous fournit des légumes, mais ce maraîcher est en transition bio. C'est ce que vous m'aviez dit. Oui, c'est ça. Effectivement, nous, on cuisine avec 80-90% de légumes qui viennent d'un maraîcher en convergence bio. Et le reste, c'est des invendus qu'on récupère dans une épicerie biologique, un supermarché biologique d'Etterbeek. Oui, pour vous, c'était évident qu'il fallait être bio, être zéro déchet. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on veut lutter contre le gaspillage. Pour nous, la transition écologique, ça nous paraît très important. Après, ça peut nous arriver de cuisiner avec des choses qui ne sont pas bio, mais principalement, nous privilégions, le circuit court et local. Et pour vous, ces achats en commun, il y a forcément un cahier des charges. Toute la nourriture doit correspondre à certains critères, Laurence? Alors nous, on a une volonté aussi de défendre la mise en place de systèmes agricoles qui soient soutenables et équitables. Et donc dans ce cadre-là, on recherche des produits qui peuvent être en circuit court. Donc comme je disais, maximum un intermédiaire et une connaissance du producteur, de qui produit. Ça peut être local, ça peut être bio. Ça ne doit pas remplir l'ensemble des critères. Donc c'est vraiment dépendant d'un produit à l'autre. Par exemple, on a ici chez nous des lentilles, des 4 fermes qui sont bio, ou encore de la farine qui vient de Moucron qui est bio aussi, mais on a d'autres produits qui ne le sont peut-être pas spécialement, mais qui soutiennent aussi l'agriculture locale. Donc ça dépend vraiment d'un produit. Et pour vous, on est aussi zéro déchet à Cuisine de Quartier ou pas forcément? De nouveau, ça dépend des groupes, mais clairement, c'est dans l'air du temps et dans la nécessité du temps, si je puis dire, de se diriger vers ça. Et en fait, le fait d'être en groupe, par exemple, jeudi passé, il y a un groupe qui a fait de la poudre de pots de tomates parce qu'ils ont acheté des tomates à un maraîcher. C'est quelque chose que tout le groupe connaissait pas. C'est une personne qui a proposé l'idée. Et ensemble, en fait, on met ensemble les recettes qui amènent vers le zéro déchet aussi également. Oui, alors j'ai vu que dans la stratégie que vous allez mettre en œuvre, il y a l'identification de 3 quartiers que vous allez prioriser pour y mener des actions. Ce sont des quartiers qui n'ont pas encore été déterminés à l'heure qu'il est. Non, tout à fait. Donc la stratégie a été validée par le gouvernement en juin dernier. Donc là, maintenant, on est vraiment dans cette phase d'opérationnalisation, de réflexion. Et donc, comme je le disais, on est vraiment sur l'objectif d'avoir une approche locale. Et donc, effectivement... L'idée, c'est de sélectionner 3 quartiers pour vraiment voir si, en orientant tous nos dispositifs, on arrive à créer une dynamique. Et donc, pour qu'on essaye de comprendre, dans ces 3 quartiers, c'est quoi? Il va y avoir un appel finalement à projet pour mettre en place des restaurants participatifs solidaires ou des projets comme Cuisine de Quartier ou d'autres encore qui pourraient se présenter à vous? Et donc ça pourrait, la typologie des quartiers n'a pas encore été arrêtée, donc on pourrait travailler sur des quartiers avec différentes typologies, des quartiers où il y a très peu d'offres actuellement Good Food, mais avec un réseau associatif très fort, très volontaire, qui a envie de développer des projets en lien avec l'accessibilité de l'alimentation Good Food. On pourrait aussi travailler dans des quartiers où il y a déjà une grosse volonté, une grande volonté de travailler, mais où en fait il y a besoin d'un coup de pouce plus financier. Et alors là, du coup, on dispose de nos mécanismes de financement. Donc voilà, ça c'est toutes des choses sur lesquelles on est en train de plancher maintenant. Ouais, j'imagine que ça ne va pas tarder et que ces quartiers vont être définis dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Oui, tout à fait. Laurence Van Malder, là vous commencez avec votre association à Cureghem dans les Marolles. Question, est-ce que c'est facile de mobiliser la population? La mobilisation, c'est clairement un challenge. Mais donc, je ne travaille pas toute seule. J'ai un super collègue, Lino, qui est non-stop dans les rues, en lien avec les associations locales. Donc,
l'idée aussi, c'est de se dire, étant donné qu'on a envie de toucher vraiment majoritairement un public plus vulnérable, c'est aussi faire le lien avec les associations qui sont déjà en place et qui sont déjà en contact avec ce public pour nous aider également à les toucher. Mais c'est aussi en étant présent dans le quartier, dans les événements, dans la rue, en montant un stand de Est-ce dégustation. que c'est la préoccupation de la population aujourd'hui? Parce qu'on sait effectivement qu'avec les problèmes qu'il y a, souvent l'alimentation, hélas, passe au second, voire au troisième plan. Est-ce que vous sentez vraiment un réel attrait par rapport à votre proposition? Alors, on devra toujours manger, c'est déjà une chose qui est au moins sûre. Et en fonction des personnes, il y avait peut-être des personnes qui allaient commander beaucoup plus avant et qui peut-être maintenant vont s'attarder sur l'un ou l'autre produit et se dire, OK, là, moi, je prends vraiment l'huile chez vous. L'attrait va être vraiment différent en fonction des situations de chacun. Et on va peut-être aussi attirer de nouvelles personnes qui, maintenant, ont plus de difficultés, par exemple, à faire leurs courses qu'avant. Ouais. Alors, on le voit aussi dans tous les témoignages qu'on vous a présentés, aussi bien cuisine de quartier comme à la maison, c'est l'importance de la rencontre. Alexandra, on a l'impression que c'est presque aussi essentiel que de faire à manger. Tout à fait. Dans les cuisines de quartier, on le sent, c'est tout autant le besoin de créer du lien, d'échanger, de sortir de l'isolement, de sortir de chez soi, encore plus avec la période Covid. Le lien social est tout aussi important que la cuisine dans tous les groupes de cuisine de quartier. Oui, parce que vous l'avez dit, c'est un moyen de se rencontrer, et quand on est seul, on n'a pas forcément envie de faire à manger, on est dans une solitude, on n'a pas de motivation, et tout ça, c'est quelque chose qui renaît au fil des ateliers, j'imagine. Tout à fait. Mais c'est de ce constat-là en fait, qu'est née Cuisine de quartier suite à une recherche-action participative qui s'appelle FALCOP, pour l'accès à une alimentation de qualité pour tous. Et dans ces freins, ils ont trouvé l'isolement, le manque de temps, le manque d'envie, le manque de savoir-faire, le fait d'avoir accès à une cuisine adéquate tout simplement. Et en fait, tout ça, en cuisine en maison, en collectif, on lève ces obstacles. Ouais. Vous m'avez dit une phrase qui m'a beaucoup frappé en préparant l'émission, Lisbeth, vous m'avez dit « Nous, ce qu'on offre, c'est une manière différente de penser l'assiette ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous que vous amenez les gens à penser leur assiette différemment? Alors, quand je vous parlais de ça, je voulais dire qu'en fait, comme je dis précédemment, donc comme à la maison, c'est avant tout un lieu de rencontre autour de l'alimentation qui est un prétexte. Penser autrement l'assiette, c'est-à-dire cette assiette, il y a quoi dans cette assiette? En fait, il n'y a pas juste de la nourriture qui est bonne, saine ou de qualité. En fait, là, dans cette assiette, il y a des personnes qui se sont mises ensemble pour préparer ce repas, en papotant, en échangeant. Et en fait, c'est ça la société, c'est ce que la société elle veut de demain, c'est se mettre ensemble, quelles que soient nos origines culturelles, économiques ou sociales, et passer un bon moment ensemble d'échange. Ouais, et cet aspect-là, dans votre stratégie, est-ce qu'il est important aussi, Amélie? Oui, là vous soulevez un tournant essentiel de la nouvelle stratégie, c'est qu'on a vraiment à cœur de développer il y a un coportage qui est prévu avec le secteur social et santé, et donc clairement on a des messages très convergents et des volontés de lier les actions. Et donc clairement, cette nouvelle stratégie a un fort accent social et santé. Oui, parce que qu'est-ce que vous faites comme bilan finalement de la première stratégie Good Food? On voit que même le terme Good Food, les gens ne savent pas vraiment ce que ça recouvre. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans la première stratégie, par exemple l'accès au plus grand nombre. Mais donc non, justement, le bilan de la première stratégie était plutôt positif, mais qu'effectivement, il y avait une volonté d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus ambitieux. Et donc cette volonté d'établir un lien plus établi avec le secteur social et santé, et de développer des mesures, que ce soit avec les fédérations de maisons médicales, que ce soit avec les maisons médicales, les CPS. Donc voilà, c'est plutôt un renforcement et une augmentation de l'ambition qui s'est traduit dans la nouvelle stratégie. Oui, alors je le disais dans le reportage, il y a 17 groupes de cuisine de quartier pour l'instant. Votre objectif, c'est arriver à 30 dans quelques mois. Aujourd'hui, vous arrivez à quadriller le territoire de la région ou pas encore vraiment? Pas encore, mais on s'en rapproche. Notre objectif, c'est d'être sur les 19 communes, puisque c'est cuisine de quartier. Donc le but, c'est d'être vraiment au plus près des gens dans les quartiers. Pour l'instant, on est surtout dans le nord de Bruxelles, donc Schaerbeek, Gênes, Bruxelles-Ville. Mais là, il y a 3 groupes qui naissent à Forêt. Il y en a 2 qui arrivent à Ixelles. On est en contact avec Saint-Gilles aussi. Donc le but, c'est clairement d'être partout. Ça vient petit à petit.
Ouais. Et pour vous, Laurence, vous êtes dans 2 endroits, plus l'épicerie sociale à Saint-Gilles. Idéalement, ce serait dans tous les quartiers du centre-ville ou dans le Pentagone ou, Donc l'idée, à terme, dans l'idéal, c'est vraiment de pouvoir toucher toute la région de Bruxelles-Capitale, mais comme les cuisines de quartier. Mais on espère en tout cas l'an prochain arriver déjà à monter jusqu'à 8 groupements. Et donc voilà, on verra. On va en tout cas, avant de terminer, ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs, c'est qu'ils sont les bienvenus chez vous. Hein. Il y a un site, donc sur tous les moteurs de recherche, vous tapez cuisine de quartier, et donc il y a moyen de rentrer en contact très facilement avec vous. Et pour cuisiner à comme à la maison, à Etterbeek, on ne doit pas forcément être etterbeekois. On peut venir de toute la région. Et on ne doit pas forcément venir cuisiner, on peut juste venir manger aussi. Ouais, et on n'est pas obligé non plus d'être un cordon bleu, on peut avoir quelques notions seulement. Et donc, si on veut s'inscrire, il suffit de vous contacter aussi, c'est comme ça. Voilà, sur notre page Facebook ou alors sur notre site web ou alors nous appeler. Un petit coup de téléphone et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez juste passer la porte. Voilà, tout ça en toute convivialité. Et donc, Amélie, on se retrouve dans l'année prochaine ou dans 2 ans pour faire un petit bilan. Tout à fait, c'est prévu. Qu'on évalue à intervalles réguliers. C'est bien, pari tenu. Alors, le rendez-vous est pris. Merci d'avoir été sur ce plateau. Autrement, c'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve dans 15 jours et la semaine prochaine, c'est Cyprien Houdemont qui vous présentera Autrement.